Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, normalement, le direct a commencé, je crois. Excusez-nous, on a la caméra d'un côté et l'écran de l'autre. Vous êtes 105. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui. Tant mieux, il y en a qui vont encore arriver, mais comme on a un temps limité à 1 heure, on va essayer de commencer tout de suite. Donc, merci de vous être inscrits à cette visio. Bon appétit pour ceux qui sont en train de déjeuner, c'est l'heure, vous avez bien raison. On remercie également le Conseil régional et Maître L'Herbier qui nous permettent d'organiser cette visio sur un sujet d'actualité, le pacte du trail, puisque l'année dernière, on a eu pas mal de changements. Donc on va voir aujourd'hui de quoi il s'agit. J'ai le plaisir de co-animer avec Marie Ourmand, notaire à Versailles, qui nous accueille dans son bureau. Marie fait partie de la commission entreprise de la Chambre interdépartementale et c'est au travers de cette commission qu'on a eu l'idée de proposer cette formation. De mon côté, je suis Aurélien Roll, donc je fais partie du département entreprise de l'UNOFI. L'UNOFI, vous connaissez certainement la société, notre cœur de métier qui est la gestion de patrimoine avec des solutions financières. Mais on a aussi à votre disposition un service de conseil auprès de vos clients chefs d'entreprise, qui est un petit peu moins connu, mais on est quand même une trentaine de personnes à votre disposition à ne faire que de la transmission d'entreprise. Donc on fait environ 300 dossiers par an. On commence à avoir une certaine expérience. On fait beaucoup de transmissions, la restructuration et puis un petit peu d'immobilier d'entreprise. Mais l'idée, c'est de vous accompagner à conseiller au mieux vos clients chefs d'entreprise pour atteindre leurs objectifs, essentiellement de transmission. Alors que ce soit la vente de l'entreprise. Donc là, on va regarder avec vous et votre client quelles seront les conséquences fiscales en termes de plus-value de la vente de votre client. Est-ce qu'on peut optimiser cette fiscalité en faisant par exemple des donations avant cession, en pleine propriété, avec réserve d'usufruit, des apports à société holding. Et puis, on fait aussi beaucoup, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, de transmission familiale avec le pacte du trail, des donations partagées avec Soult, une société holding de rachat, etc. Voilà. L'objectif pour nous, c'est d'apporter à votre client un outil d'aide à la décision au travers d'une consultation pour lui dire voilà, par rapport à la situation que vous nous avez exprimée, votre contexte familial, l'ensemble de votre patrimoine, voilà ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs. Solution A, B, C, chiffre à l'appui, le coût de mise en place des différents actes, les économies potentielles, de manière à ce qu'il se positionne sur le schéma qui lui convient le mieux. Et derrière, que vous puissiez mettre en place les actes en toute sécurité, parce qu'on aura tout balisé en amont, juridiquement et fiscalement. Voilà un petit peu pour vous dresser le tableau. Comme on est dans le cadre du conseil régional, je vous précise que moi, j'interviens pour les notaires qui sont situés sur le 92, le 78 et le 95. Et pour vous qui êtes situés en Eure-et-Loire, c'est mon collègue Jean-François Guichard, que je salue au passage, qui nous écoute peut-être d'une oreille sur les pistes de ski, que vous connaissez aussi certainement pour ceux qui sont en Eure-et-Loire, puisque ça fait maintenant près de 15 ans qu'il est à l'UNOFI, au département entreprise comme moi, donc vous l'avez certainement déjà vu. Alors, pour cette petite formation, on a décidé avec Marie de vous faire la présentation en 2 parties. Une première partie pour vous rappeler les conditions générales d'application du pacte du trail. Petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur les conséquences pratiques du démodification du BOFIP qu'on a connu l'année dernière. Voilà. Dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez un onglet questions, si vous voulez. Non pas de chat, normalement c'est désactivé, mais un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'en prendre connaissance pendant l'intervention. Si on n'a pas pu tout lire, on parcourra ça à la fin. On essaiera d'y répondre ensemble en direct, et puis sinon on pourra échanger. Vous pourrez nous recontacter à la suite de la visio sans problème. Voilà, Marie. Oui. Donc bonjour à tous, merci de suivre cette formation donc, sur l'actualité du pacte du trail
Formation qui va être assez dense. Donc, on a essayé d'être le plus clair possible dans la préparation de nos propos. J'espère que ce sera donc, on va faire un rappel sur le pacte du trail et ses grandes lignes directrices. Donc, je vous rappelle que l'article 787B du Code général des impôts précise que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de leur valeur les droits sociaux de sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont transmises par décès ou entre vifs. Donc, on a un régime de faveur particulièrement intéressant puisque, en fait, la base des droits de mutation est réduite à 25% de la valeur des droits sociaux. Alors, afin de bénéficier de ce régime qui, on peut le dire, est quand même assez exceptionnel, il faut quand même remplir plusieurs conditions. Donc, je vais rebalayer avec vous, puisque ces conditions ont un petit peu évolué, mais n'ont pas changé de manière significative ces dernières années. Alors, la première condition, c'est que les titres transmis doivent avoir fait l'objet et faire l'objet, avant le décès ou la donation, d'un engagement collectif de conservation, engagement collectif qui a une durée minimale de 2 ans. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, cet engagement de conservation, donc cet engagement collectif, doit être en cours au moment de la mutation, c'est-à-dire au moment du décès ou au moment de la donation, et il doit porter sur un certain pourcentage de droits financiers et de droits de vote, pourcentage qui est différent, vous pouvez voir sur le slide, entre société cotée et société non cotée. Troisième condition, au moment du décès ou de la donation, donc au moment de la transmission à titre gratuit, les héritiers ou donataires doivent à leur tour prendre un engagement, qui pour le coup est un engagement individuel, qu'ils prennent pour eux et leurs propres ayants cause, engagement de conserver les titres pendant une durée de 4 ans, et engagement en fait qui prend effet, donc engagement individuel, qui prend effet à la fin de l'engagement collectif. Ça, ce sont les 3 premières conditions. Et nous avons une 4e condition, qui est une condition de fonction de direction, puisque l'un des héritiers légataires ou donataires, ou l'un des associés qui a souscrit l'engagement collectif, doit exercer une fonction de direction dans la société pendant la durée de l'engagement collectif et ensuite pendant les 3 ans qui suivent la date du décès ou de la donation. Donc voilà, on a vraiment ces 4 conditions de fond qui doivent être respectées pour que le régime de faveur s'applique. Et à ces conditions de fond s'ajoutent des conditions de forme qui ont été allégées dernièrement, mais qui sont quand même, qui existent toujours et qui doivent être respectées pour que le régime en fait ne puisse pas être remis en cause. Donc la première condition de forme, c'est qu'il faut joindre à la déclaration de succession ou à l'acte de donation une attestation de la société qui va confirmer en fait que les titres sont soumis à un engagement collectif. Et deuxième condition, dans les 3 mois de la fin de l'engagement individuel, les bénéficiaires de l'exonération, donc les héritiers ou les donataires, vont devoir envoyer à l'administration fiscale une attestation précisant qu'ils ont bien respecté leur engagement. Voilà. Donc, suite à l'exposé de ces conditions et délais, donc, on a fait un slide qui reprend en fait un schéma chronologique classique et qui récapitule les différents engagements et les différentes conditions à respecter avec leur délai. Donc, on a pris l'hypothèse d'une signature d'un engagement collectif de conservation de titres au 20 mai 2021. Engagement qui, comme nous l'avons vu, donc a une durée minimum de 2 ans et qui, dans notre cas, prend fin au 20 mai 2023. Notre client, Monsieur X, décède ou donne ses droits sociaux à la date du 1er février 2022. Première chose, ces héritiers ou donataires vont devoir poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, donc c'est-à-dire jusqu'au 20 mai 2023. Et ensuite, ils vont devoir prendre un engagement individuel de conserver les titres pendant une durée de 4 ans, donc qui prendra fin le 20 mai 2027.
Voilà. En parallèle, une fonction de direction devra être exercée pendant 3 ans à compter de la transmission par l'un des associés ayant souscrit le pacte ou par l'un des héritiers ou donataires. Voilà. Donc, ce schéma classique repris, un petit rappel sur deux autres schémas qui existent également en matière de pacte Dutreil. Donc, le premier, c'est l'engagement réputé acquis et le second, c'est l'engagement post-mortem. Voilà. Marie, on a une question. Que se passe-t-il lorsque l'engagement collectif n'a pas de durée mentionnée? Alors effectivement, il arrive parfois dans la rédaction des pactes qu'on ait prévu une durée de 2 ans, prorogeable automatiquement, jusqu'à dénonciation. Donc là, on écrit à l'administration fiscale. Donc, exactement. Il faut absolument dénoncer cet engagement collectif pour qu'il prenne fin. Car tant qu'on est dans l'engagement collectif, la période d'engagement individuel dont parlait Marie, de 4 ans, ne commence pas à courir. Donc, vous avez pu faire votre pacte avec une durée de 2 ans prorogeable automatiquement. Vous faites votre donation. Et ben, dans 3 ans, vous serez encore dans la période d'engagement collectif. Donc, il faudra le dénoncer pour faire commencer à courir l'engagement individuel et être quitte 4 années plus tard. Ça, c'est hyper important. Donc, à la limite, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord, vaut mieux une réaction comme ça plutôt que de mettre 2 ans et que ça prenne fin et que du coup, la transmission soit plus son engagement collectif. Alors, effectivement, tu as raison. Ce qu'on aime bien, c'est si on est sûr de faire la donation dans la foulée, mettre une période fixe de 2 ans, c'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus sûr. Vous êtes sûr que dans 2 ans, on a terminé. Quel que soit. Si vous prenez date, concluez un pacte Dutreil aujourd'hui, mais vous ne savez pas quand aura lieu précisément la donation, là, vous pouvez aller sur une période de 2 ans prorogeable automatiquement. Mais il ne faudra pas oublier de dénoncer. Effectivement, c'est hyper important. Poursuis. Ouais. Alors, donc l'engagement collectif réputé acquis, donc il peut être mis en œuvre quand 2 conditions sont remplies. La première, c'est que le défunt ou le donateur doit détenir avec son conjoint ou partenaire de Pacs depuis au moins 2 ans des titres représentant les seuils minimum exigés qui étaient indiqués sur le premier slide. Et la deuxième condition, c'est que le défunt ou donateur, son conjoint ou partenaire de Pacs, doit exercer depuis plus de 2 ans, à la date de la transmission, une fonction de direction dans la société. Alors, ce type de pacte présente évidemment un intérêt majeur en fait en cas de prédécès du dirigeant alors qu'il n'a pas anticipé la transmission, il n'a pas pu souscrire un engagement collectif et ça permet évidemment aux héritiers de bénéficier du régime de faveur et de l'abattement de 75% sur les titres qui sont transmis, sous réserve bien évidemment de respecter toutes les autres conditions que l'on a vues en début d'exposé. Et que vous pouvez voir sur le site qui est à l'écran. Deuxième pacte Dutreil un petit peu différent, c'est l'engagement Dutreil post-mortem. Donc, cet engagement, alors, il est mis en place vraiment en dernier recours lorsque, d'une part, le chef d'entreprise n'a pas anticipé et d'autre part, lorsque les conditions d'un engagement réputé acquis ne sont pas remplies. D'accord ? Donc, dans cette hypothèse, en fait, les héritiers ont encore la possibilité de conclure entre eux ou avec d'autres associés un engagement collectif de conservation de titres. Et cette possibilité de le conclure doit s'exercer dans les 6 mois du décès. À partir de là, donc, ils souscrivent un engagement collectif de 2 ans et à la fin des 2 ans, et là on fait une rédaction stricte justement pour éviter que ça se proroge, il y a un engagement individuel qui est pris par les bénéficiaires avec également, je ne reprends pas, l'obligation d'exercer une fonction de direction, etc. Voilà pour ces 2 aménagements du pacte Dutreil. Quelques derniers rappels. Le pacte Dutreil se cumule avec d'autres régimes de faveur que vous connaissez bien. Il se cumule notamment avec le régime du
paiement des droits de succession différés sur 5 ans, puis fractionnés sur 10 ans, en termes de transmission d'entreprise et de société. Il se cumule également avec la réduction de 50% qui existe en matière de droit de donation quand on fait une donation en pleine propriété et que le donateur a moins de 70 ans. Donc là, en fait, on a deux régimes de faveur très importants, puisqu'on a l'abattement de 75% sur la valeur des titres transmis, puis, une fois que le calcul des droits est effectué, un abattement de 50% sur le montant des droits. Bon, il se cumule avec la prise en charge possible des droits de mutation par le donateur, ça, pas de question particulière. Et par contre, un point de vigilance vraiment important, si vous faites une donation en nue propriété, attention, puisque l'administration fiscale contrôle ce point de façon attentive, il faut bien que les statuts prévoient un droit de vote de l'usufruitier qui doit être limité à l'affectation des bénéfices. Voilà, donc ça c'est un point vraiment auquel il faut être vigilant. Et en général, les statuts ne prévoient pas un droit de vote de l'usufruitier limité à l'affectation des bénéfices. Donc il faut en amont de la donation aménager les statuts. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions ou je te laisse la parole. Oui, il y a des questions. Juste pour insister sur ce que tu dis, l'aménagement des statuts, il est impératif en cas de donation avec réserve d'usufruit. Impératif et il doit être fait au moment où on signe la donation. Les statuts doivent être aménagés avant. Pas une semaine après. Exactement. Et ça, c'est un des premiers motifs de redressement de l'administration fiscale. Alors, effectivement, on a des questions avant de poursuivre. Bonjour, l'engagement est collectif ou unipersonnel? Le pacte du travail est-il possible pour une SARL à associé unique? Il n'y a donc pas lieu de procéder à une donation d'une part avant d'envisager la transmission. Oui, depuis 2019, l'engagement collectif peut être unipersonnel, unilatéral. Donc, vous pouvez prendre seul l'engagement de conserver les titres de la SARL que vous détenez, si vous en détenez au moins 34% et que vous exercez une fonction de direction. C'est possible. La dénonciation peut-elle se faire dans l'acte de donation ou doit-elle être faite dans un courrier à part? Elle peut être faite dans l'acte de donation. Il faut que l'administration en ait connaissance. Donc, moi, je doublerais systématiquement d'une lettre. Ouais, c'est... Ouais. On a une autre question. Ouais, concernant l'attestation, je pense l'attestation de la... Concernant l'obligation de joindre une attestation à l'acte de donation de la déclaration de succession, je pense que c'est ça. Voilà, l'attestation du gérant. Celui-ci doit-il être annexé, enfin celle-ci, doit-elle être annexée impérativement à l'acte de donation? Une déclaration du gérant au terme de l'acte est suffisante. Bon, pour moi, il faut une attestation à part. Oui. Et puis, on les annexe aussi avec la donation. L'engagement réputé acquis permet de faire courir directement les 4 ans de l'engagement individuel. Quand bien même un engagement collectif a été souscrit par le donateur, peut-on se prévaloir d'un réputé acquis afin d'éviter? Oui, bien sûr. Il suffira de préciser dans votre acte de donation, vous aurez deux possibilités. Soit vous faites référence à un pacte qui a été signé, enregistré, soit effectivement vous dites que toutes les conditions sont remplies, que votre donateur détient bien les titres depuis plus de 2 ans, qu'il exerce bien une fonction de direction depuis plus de 2 ans, et que toutes les conditions pour bénéficier de l'engagement réputé acquis sont remplies. Par contre, il y a quand même une grosse différence entre les deux. C'est que si vous faites valoir un engagement collectif en bonne et due forme, la fonction de direction peut être exercée par un des signataires du pacte, donc votre donateur, et pas forcément un des enfants. Donc, quand on dit que s'il n'y a pas d'enfant repreneur, il n'y a pas de pacte du travail possible, si, c'est possible. Votre donateur peut, dans ce cas-là, exercer la fonction de direction. En revanche, si vous demandez à bénéficier de l'engagement réputé acquis, il faut impérativement là que le donataire exerce une fonction de direction pendant les 3 années qui suivent la donation. Et une fonction de direction exercée de manière effective, pas uniquement nommée DG et puis sur le cabis, mais jamais la société. Voilà, donc ça peut être contrôlé par l'administration. Alors, on voulait aussi vous faire un petit rappel d'un cas particulier en présence d'une société holding.
quand vous avez un client qui vient vous voir pour transmettre les titres de sa société et qui vous dit que c'est une société holding, la question se pose de savoir comment on va appliquer le pacte du trade. On va voir qu'on a deux possibilités en fonction de la nature de cette société holding. Est-ce qu'elle est animatrice ou pas? Ça va être la question centrale. Le premier réflexe, à mon avis, à avoir quand vous êtes dans ce cas de figure, c'est de faire le point avec votre client sur l'organigramme précis du groupe. Lui demander, la société holding, elle est sous quelle forme, qui la détient, quels sont les associés, qui la dirige, qu'est-ce qu'elle détient comme participation, quel pourcentage, dans quelle société, qui sont les autres associés, qui sont les dirigeants de cette filiale, quelle est l'activité de cette filiale. Et on passe comme ça en revue toutes les sociétés du groupe, ce qui va vous permettre déjà de voir un petit peu l'étendue du groupe, comment il fonctionne, et vous allez sentir naturellement si c'est vraiment au niveau de la société holding qui a une notion de pilotage, ou si elle est là juste pour regrouper des participations qui n'ont rien à voir entre elles, ou s'il n'y a qu'une seule filiale. Ça, c'est le premier point important, faire un point précis sur l'organigramme. Et ça vous donnera en plus des indications, puisque vous allez discuter avec votre client sur l'historique, comment il en est arrivé à monter cette société holding, etc. Peut-être à attirer votre attention sur des points de vigilance, notamment en ce qui concerne les plus-values, d'éventuelles plus-values qui seraient en report d'imposition. S'il a apporté des titres d'une société qu'il possédait déjà, il les apporte à une société holding, on a peut-être des plus-values en report d'imposition ou en sursis d'imposition et qui pourraient être impactées par votre acte de donation. Donc vraiment, ce point-là me paraît indispensable. Ensuite, il va falloir qualifier la holding. Est-ce qu'elle est animatrice ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Déjà, dans les deux hypothèses, il faut bien avoir à l'esprit qu'on va quand même pouvoir appliquer notre pacte du trade. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. On va pouvoir l'appliquer, soit si elle est animatrice sur les titres de la société holding directement, soit si elle n'est pas animatrice, on pourra quand même l'appliquer sur les titres des filiales opérationnelles qui ont une activité éligible au pacte du trade, donc activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. Voilà. Ça, c'est le premier point. Mais notre principal problème, c'est la notion d'animation, puisque malgré les dernières modifications qu'on a eues au BOFIP, on n'a toujours pas de définition précise de ce qu'est une holding animatrice. Le BOFIP nous dit, le dernier en date, que les sociétés holding, vous l'avez là, doivent participer activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. C'est quand même assez vague. Donc c'est un faisceau d'indices. On a beaucoup de jurisprudence qui nous permettent de savoir ce qui n'est pas suffisant, mais qui ne peuvent pas nous donner avec certitude ce qui est suffisant pour qualifier une holding d'animatrice. Donc c'est un faisceau d'indices, on va essayer de regrouper un maximum de preuves. En tout cas, de par cette définition, on peut déjà voir qu'une holding, par exemple, on l'a déjà vu, qui n'aurait que des SCI comme filiale, ne peut pas être considérée comme animatrice. On voit bien qu'elles doivent participer au contrôle de leur filiale, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Premier point. Autre point important dans la définition, c'est, et le cas échéant, et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques. Donc, on voit bien que l'administration nous dit que c'est, et le cas échéant, elle peut facturer des prestations de services à ses filiales. L'administration fiscale nous dit que ce n'est pas un élément essentiel. Il ne suffit pas que ma société holding facture ses filiales pour qu'on puisse la considérer comme animatrice. On voit souvent des clients arriver en me disant bah oui, moi je suis rémunéré en haut et puis je facture des prestations de services à mes filiales. C'est bien, mais ce n'est pas forcément suffisant pour pouvoir la qualifier d'animatrice. Alors, on a eu par contre une précision supplémentaire qui va dans le bon sens, c'est que le caractère principal de l'activité d'animation doit être retenu, notamment lorsque la valeur vénale des titres de toutes ces filiales exerçant une activité commerciale représente plus de la moitié de son actif total. Ce qui veut dire que si j'ai une société holding, par exemple, qui détient 2 filiales opérationnelles et une SCI, on va regarder quelle est la valeur vénale, la valeur aujourd'hui des 2 filiales opérationnelles. Et si la valeur de ces filiales opérationnelles est supérieure à la valeur de ma SCI, qui n'est pas éligible,
on aura un argument de plus pour dire qu'effectivement, la composition de l'actif de ma holding est principalement liée à des sociétés commerciales éligibles. Donc ça ira dans le bon sens. A contrario, si le poids de notre immobilier est supérieur aux filiales opérationnelles, là, ce sera un caillou dans la chaussure. Voilà. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que si on a une holding animatrice, eh bien, notre engagement va pouvoir porter, vous le voyez sur le schéma, directement sur les titres de la société holding. Donc, si on a une société H qui a 2 filiales opérationnelles, la SAS1 et la SAS2, eh bien, Monsieur X et ou Madame Y pourront s'engager à conserver leurs titres de la société holding H, animatrice, parce que le fait que cette holding anime ses filiales, ça lui donne une activité éligible au pacte du trade. Et donc, on pourra appliquer, on va le voir après dans l'exemple chiffré, l'abattement de 75% directement sur la valeur des titres de la holding. Donc ça, c'est le scénario idéal. Malheureusement, comme on n'a pas de définition précise sur ce qu'est une holding animatrice, on ne pourra pas assurer avec certitude à notre client que l'administration ne viendra pas le voir pour lui dire « Non, monsieur, je ne suis pas d'accord, votre holding, elle n'est pas animatrice. Vous n'aviez pas le droit de bénéficier du pacte du trade. » C'est la solution idéale fiscalement, c'est celle qui va permettre de faire le plus d'économies. Encore que, on va voir que dans certains cas, on en fait aussi si on fait porter le pacte en dessous. Mais elle n'est pas sans risque. Si maintenant, pardon, je suis tout de suite à l'exemple, si maintenant ma société holding n'est pas animatrice, j'en suis sûr, le client ne cherche même pas à dire qu'il essaye de l'animer, elle a été là uniquement pour aller souscrire un emprunt et racheter une filiale. Parce que vous savez qu'avec le régime Murphy, on remonte les dividendes en quasi-exonération d'impôts. Donc l'emprunt est souscrit par la société holding pour racheter une société. Cette société d'exploitation distribue des dividendes et ces dividendes remontent à la holding en quasi-exonération d'impôts, ce qui lui permet de rembourser son emprunt. C'est souvent le cas. Elles sont souvent créées dans ce but-là. Et donc là, la holding, elle n'a aucun caractère animateur possible. Donc notre pacte du trade va porter non plus sur les titres de la holding, mais sur les titres des filiales opérationnelles. On fera un pacte par société opérationnelle et on prendra les associés de chacune de ces sociétés. Donc, on fera un pacte sur la SAS1 dans lequel ma holding s'engagera à conserver les actions qu'elle possède, sa participation C là. Et puis Monsieur X, qui a aussi des titres directement dans la SAS, s'engagera aussi à conserver ces titres. Il faudra qu'on ait un pacte qui porte sur au moins 34% du capital et que l'un de nos deux associés exerce une fonction de direction. Donc, on fait un pacte pour notre SAS1 et un pacte pour notre SAS2. Et là, du coup, on est sûr que notre pacte du trade ne pourra pas être remis en question par l'administration fiscale sur le critère de votre activité n'est pas éligible. Là, ça porte bien sur des activités opérationnelles. L'inconvénient dans ce cadre-là, c'est que les participations doivent rester inchangées à chaque niveau d'interposition. Ça marche jusqu'à 2 niveaux d'interposition. C'est-à-dire que là, on a pris le schéma simple d'une holding qui avait 2 filiales. On pourrait imaginer une surholding qui détient notre holding H. Et monsieur et madame X pourraient donner des titres de cette surholding en bénéficiant du pacte du trade sur les 2 filiales, les SAS1 et 2. Maintenant, ce qui change entre nos 2 hypothèses, c'est la manière dont on va calculer l'abattement de 75%. On a pris un petit exemple chiffré pour illustrer. Premier exemple, ma holding est animatrice. Donc, scénario idéal. Monsieur X, on va considérer qu'il est tout seul, il a 2 enfants, il n'a jamais fait de donation. C'est un bien propre. Donc, il a 50% de la société holding H qui vaut 10 millions d'euros. Cette société holding détient 100% de ma SAS, qui a une réelle activité opérationnelle, de 8 millions d'euros. Pour simplifier, on va considérer que dans ma holding, j'ai aucune dette. Donc, que du coup, ma holding est composée donc, de sa participation dans la SAS pour 8 millions d'euros et puis d'autres actifs pour 2 millions.
OK, 8 plus 2, 10. Alors, autres actifs, ça peut être de la trésorerie, parce qu'elle a capitalisé les dividendes qui lui étaient remontés, ou ça peut être un bien immobilier, par exemple. Peu importe, mais 8 millions de titres et 2 millions d'autres actifs. Si elle est animatrice, eh ben, votre client va donner sa participation à ses 2 enfants. Donc, il vous dit, moi, je veux donner en pleine propriété tous mes titres. Donc, c'est 50%, donc, qui valent 5 millions. Il les donne, vous le voyez là. Donc, quelle va être l'assiette taxable par enfant? Il donne 5 millions, 2,5 millions à chaque enfant, on divise par 2. On ne retient que 25% de base taxable, parce qu'on applique notre abattement de 75%, et il a droit à son abattement de 100 000 euros par enfant. Ça fait une base taxable de 525 000 euros par enfant. Ça l'emmène à la tranche à 20%. Marie vous a rappelé tout à l'heure qu'en plus, s'il a moins de 70 ans, comme il fait une donation en pleine propriété, il peut bénéficier d'une réduction de droit de 50%. On applique la réduction de droit, donc ça lui coûte 51 000 euros de droit de donation par enfant. 100 000 euros pour donner 5 millions d'euros. Donc ça fait 2% de coût de transmission. On voit bien les économies que ça représente. On parle des paradis fiscaux, mais là, du coup, transmettre un bien professionnel, en France, on est plutôt bien lotis. Donc ça, c'est le scénario idéal. Elle est animatrice. Maintenant, si elle n'est pas animatrice, donc on a toujours notre société holding qui vaut 10 millions d'euros et qui a une participation de 8 millions d'euros. Voilà, pour simplifier, enfin pas simplifier, non, au contraire, on complexifie un petit peu, on considère que M. X a une action dans la SAS et on fait porter donc notre pacte du trade entre M. X et ma société holding. D'accord? Et on va dire que c'est M. X qui dirige la SAS, par exemple. En fait, ce qu'on va devoir, déterminer, c'est la proportion que représentent donc les titres de ma SAS pactée, qui a bénéficié du pacte du trade, par rapport à l'actif total de ma société holding. L'actif total de ma société holding, on a vu que c'était 10 millions. Et donc, les titres pactés représentent 8 millions sur les 10. Donc, 8 dixièmes, 80%. Et donc, ce ratio de 80%, c'est celui-ci qu'on va devoir appliquer sur la valeur qu'on transmet de la société holding. C'est-à-dire que monsieur X va transmettre ses titres pour 5 millions d'euros. Eh bien, on ne va pas pouvoir appliquer 75% sur 5 millions d'euros, mais uniquement sur 80% de 5 millions d'euros. C'est une sorte de produit en croix. D'accord? Donc, sur 4 millions d'euros seulement. Donc ça, on voit que l'assiette taxable par enfant, du coup, on a une donation de 5 millions d'euros, moins notre abattement du trade, donc qui ne porte que sur 75% de 4 millions. 4 millions, c'est 80% de 5 millions. Donc on divise par 2 parce qu'on a 2 enfants, on enlève les 100 000 euros par enfant, et ça fait 900 000 euros d'assiette taxable par enfant. On voit qu'on arrive à des droits de donation à le double, 106 000 euros par enfant, donc 200 000 euros au global. Donc ça marche avec un niveau d'interposition et 2 niveaux d'interposition. Donc on fait le même principe, on appliquera le même ratio une seconde fois. C'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas le développer là, mais c'est exactement le même principe. Ce qu'il est important de remarquer là, c'est que si jamais, là on a pris l'exemple d'une holding qui avait pour 80% d'actifs composés par une filiale du trayable, entre guillemets. D'exploitation. Si dans notre holding, on n'a que des titres de la société d'exploitation, qu'il n'y a pas d'autres actifs, on voit que notre ratio il est de 100%. Et donc, notre pacte du trade s'appliquera indirectement sur la totalité de ce qu'on va transmettre. On n'aura pas de déperdition. Donc, si on a un risque sur le caractère animateur de la société holding et qu'on n'a pas de déperdition, ça ne vaut peut-être pas le coup d'aller tenter de qualifier la holding d'animatrice si on n'a rien à y gagner. Au contraire, on prend le risque d'être requalifié. Donc, ce qu'on fait quand on intervient comme ça auprès de vos clients, c'est qu'on fait ces simulations, on fait un audit de ce que fait votre client pour la qualifier d'animatrice et on lui dit, voilà, soit c'est très bien, vous pouvez peut-être faire ça et ça en plus, mais en cas de contrôle,
Si on va vers l'option elle est animatrice, on aura un vrai dossier à présenter à l'administration, donc on peut y aller. Soit au contraire, on est plutôt dans la zone rouge, vous dites qu'elle est animatrice, mais franchement, ça ne tiendra pas 2 secondes vis-à-vis de l'administration. On lui fait des simulations chiffrées. On lui dit, voilà, regardez monsieur, pour votre donation de 5 millions d'euros, si on n'avait pas appliqué le pacte du Trail, ça vous coûterait 1 680 000 euros. Ça, c'est aussi le montant de votre redressement potentiel, à minima. C'est-à-dire que si l'administration fiscale vous dit que votre pacte du Trail n'est pas applicable, parce qu'en fait, votre holding n'est pas animatrice, on vous demandera le montant des droits sans appliquer le pacte du Trail, donc c'est 1 680 000. Si on la considère comme animatrice, effectivement, ça ne coûte que 103 000 euros et vous faites 1 580 000 euros d'économie. Mais regardez dans votre hypothèse, si on ne va pas chercher la notion d'holding animatrice, ça coûte certes 2 fois plus cher que si elle est animatrice, 214 000 euros, mais vous faites quand même 1 470 000 euros d'économie. Les 100 000 euros de delta, on peut presque dire que c'est le prix de la sécurité. Donc, si la contrainte liée au fait que les participations doivent rester inchangées, ce n'est pas un problème, ça ne vaut peut-être pas le coup si on est entre les deux, si on n'est pas certain de pouvoir justifier le caractère animateur, de choisir la solution plutôt sécurisée. Voilà, pour la notion de société holding. On passe à ce qui nous intéresse encore plus particulièrement. À l'actualité. Alors, donc, pour mémoire, vous avez dû suivre cela de près ou au moins de loin. Donc, le 6 avril 2021, il a été inscrit des commentaires dans le BOFIP concernant le pacte du Trail. Alors, ces commentaires, en fait, portaient sur l'article 40 de la loi de finances pour 2019, qui apportait des précisions et des modifications en matière de pacte du Trail, et n'était pas définitif à l'époque, mais quand même en vigueur. Donc, ils avaient beaucoup ému les spécialistes du pacte du Trail, qui ont fait beaucoup d'observations suite à cette parution dans le BOFIP. Et donc, à leur grand bonheur, la majorité de leurs remarques ont été retenues et des commentaires définitifs ont été publiés en fin d'année dernière, donc dans une mise à jour du BOFIP en date du 21 décembre 2021. Alors, des précisions ont été apportées dans 4 domaines que l'on va parcourir ensemble. Donc, le premier domaine, ce sont les activités éligibles. Ensuite, nous avons l'exercice des fonctions de direction, l'apport des titres sous pacte du Trail à une société holding, et enfin l'engagement du Trail en présence d'une société interposée. Voilà. Alors, concernant les activités éligibles, donc petit rappel pour débuter, donc il y a certaines activités qui sont complètement exclues du régime de faveur. Il y a parfois eu des articles disant que ça pouvait peut-être passer, etc. Bon, au final, c'est vraiment exclu, donc ça se pose des questions particulières. Donc, ce sont les activités de location de locaux nus, les activités de location de locaux meublés, qu'on soit en LMP ou en LMNP, les activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels et les activités des sociétés holding. Donc, sauf, comme vient de l'expliquer Aurélien, si la société holding est animatrice ou si elle est non animatrice, mais qu'il y a un Dutreil sur ses filiales opérationnelles. C'est exactement le même schéma qu'on vient de voir tout à l'heure avec Aurélien. Donc déjà, ça, ce sont les activités complètement exclues. Il y a une précision qui a été faite dans le BOFIP à la date du 21 décembre 2021, c'est que les activités de construction, de vente d'immeubles, donc de promotion immobilière ou de marchand de biens, sont désormais éligibles et donc sont des activités qui peuvent faire l'objet d'un pacte du Trail. En tout cas, les titres de sociétés qui exercent ces activités peuvent faire l'objet d'un tel pacte. Alors, il faut quand même être très, très attentif par rapport aux conditions qui doivent être remplies. Donc déjà, il faut vraiment avoir un caractère habituel des opérations, de par le nombre, le rythme. Voilà, c'est-à-dire qu'une société éventuellement civile ou autre qui fait de la gestion patrimoniale, évidemment, est exclue, même si il y a pas mal de ventes et d'acquisitions. Il faut vraiment une intention spéculative lors de l'acquisition. Donc, il faut un délai entre l'acquisition et la vente qui soit relativement court. Et très important, il faut que les immeubles
soit inscrit au bilan en stock et non pas en immobilisation. Voilà. Ensuite, autre point sur les activités éligibles, on rappelle que l'activité éligible doit être exercée de façon prépondérante. Hein, on en a également parlé tout à l'heure. Donc, à titre de règle pratique, on considère que l'activité est prépondérante. Alors, déjà, d'une part, lorsque le chiffre d'affaires qu'elle procure représente au moins 50% du chiffre d'affaires total de la société. Et autre point, lorsque la valeur en fait, de l'actif brut immobilisé et circulant qui est affecté à cette activité va représenter au moins 50% de la valeur de l'actif brut total. Voilà. Le BOFIP, à la date du 21 décembre 2021, a fait des précisions sur ce caractère prépondérant de l'activité. Il a tout d'abord précisé que lorsque la société exerçait plusieurs activités éligibles, on tenait compte de l'ensemble de ces activités pour retenir le caractère ou non prépondérant, donc avec toujours, comme je viens de l'expliquer, le seuil du chiffre d'affaires de 50% qui doit être dépassé et le seuil également 50% pour la valeur de l'actif qui est destiné à ces activités, pour le coup. Autre point, il a été précisé que l'administration admet l'abandon et l'exercice d'activités nouvelles pendant la durée des engagements de conservation. Donc, si on a plusieurs activités, on peut en arrêter une, on peut en recommencer une, etc. Mais par contre, là où elle était bien claire, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité éligible qui soit exercée de manière continue pendant toute la durée du dispositif. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de temps mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, ou en tout cas, il est possible de le faire, mais il y aura d'échéance du régime de faveur. Une société ne peut pas décider de vendre un fonds de commerce et de se dire je garde le produit de la cession pendant 2 mois, 3 mois, le temps d'investir dans un nouveau fonds de commerce et de reprendre une activité. Ça, c'est une des conditions qui n'est pas remplie, puisque vous avez bien une activité éligible, mais comme il y a une carence pendant un certain temps, le régime de faveur peut être mis en cause. Voilà. Et de la même façon, le caractère animateur de la holding, dans l'hypothèse en fait où, comme on l'a vu tout à l'heure, le pacte du trail peut porter sur les titres de la société holding parce que la société holding est animatrice. Donc, si vous avez ce caractère animateur de la holding, le régime de faveur sera remis en cause si ce caractère animateur, en fait, ne perdure pas pendant toute la durée du dispositif. Donc, il faut vraiment être attentif au fait que les conditions, notamment les conditions relatives à l'activité et à l'activité prépondérante, ce n'est pas qu'au moment de la conclusion de l'engagement collectif qu'elles doivent être respectées, ce n'est pas non plus qu'au moment de l'engagement individuel, mais c'est vraiment en fait pendant toute la durée du dispositif. Et on a vu des redressements par rapport à ça. Voilà. Donc, je te laisse pour les fonctions de direction. Oui. Alors, les fonctions de direction. Alors ça, c'est une condition qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque le BOFIP du mois d'avril nous avait un petit peu plombé cette condition-là, puisque à partir du mois d'avril, la fonction de direction devait être exercée, vous savez, il faut l'exercer pendant 3 ans à compter de la transmission, devait être exercée soit par un donataire, c'était vraiment ce que voulait l'administration, soit par un signataire du pacte, mais le BOFIP nous précisait que ce signataire du pacte, s'il voulait continuer à exercer sa fonction de direction, donc notre donateur, il voulait donner mais continuer à diriger la société, il fallait qu'il soit encore tenu par un engagement collectif. Donc il fallait qu'il détienne encore des titres, donc il ne pouvait pas tout transmettre, ce n'était pas possible. Et du coup, il fallait que notre période d'engagement collectif colle avec notre période liée à la fonction de direction, donc les 3 ans. Donc notre période d'engagement collectif de 2 ans s'était transformée en une période de 3 ans minimum, donc ce qui rallongeait tout d'1 an. Donc on était sur un pacte du trail qui engageait tout le monde pour au moins 7 ans. Donc ça, c'était quand même hyper contraignant. L'administration, une bonne nouvelle, est revenue dessus, puisque notre BOFIP du 21 décembre, là, est revenu sur une condition classique, celle qu'on appliquait avant,
C'est-à-dire que la fonction de direction peut être exercée soit par un donataire, bien sûr, à l'issue de la transmission, soit par un des signataires du pacte. Ce qui veut dire qu'on peut toujours, comme on le faisait avant, faire des donations à des enfants qui n'ont rien à voir avec l'activité, qui ne sont pas forcément repreneurs, puisque notre donateur peut lui-même exercer la fonction de direction après la donation, pendant les 3 ans nécessaires à l'application du pacte. Et on peut aussi donner à des enfants mineurs ou incapables, là aussi, puisque notre donateur peut exercer la fonction de direction. Donc ça, on revient sur ce qu'on avait l'habitude de faire, et c'est tant mieux. Autre précision importante de notre BOFIP du mois de décembre, c'est quand on utilise l'engagement réputé acquis. C'est-à-dire même avant le mois d'avril, dans la version précédente, quand on utilise l'engagement réputé acquis, vous savez, Marie vous l'a rappelé, il faut que le donataire exerce une fonction de direction, obligatoirement, à compter de la donation. On avait un doute sur ce que devait devenir le donateur. Est-ce qu'il pouvait rester dirigeant ou est-ce qu'il devait démissionner pour vraiment laisser sa place au donataire? Il y avait un doute. Nous, par sécurité, on avait quand même tendance à conseiller aux clients de démissionner, parce qu'on est plutôt ceinture à bretelles. Mais aujourd'hui, on a eu la précision de l'administration, on peut avoir une co-direction. C'est-à-dire que le donateur peut aussi rester dirigeant de la société. Donc, si on a une SS, papa ou maman est président, on fait la donation en bénéficiant de l'engagement réputé acquis, un des 2 parents peut rester président et l'enfant devra, lui, par contre, prendre un poste de DG, par exemple, mais les parents n'auront pas besoin de démissionner. Donc ça, c'est bonne nouvelle de notre BOFIP du mois de décembre. Ensuite, on a des précisions sur les apports des titres à une holding. Oui, tout à fait. Alors là, des bonnes nouvelles et puis quand même avec des histoires de pourcentage assez. Ouais. Donc, je vais essayer d'être claire. Sinon, de toute manière, voilà, vous aurez les slides suite à la formation. Alors, donc là, en fait, on est dans le schéma déjà pour bien comprendre où vous avez des titres en fait qui sont soumis à pacte du trail. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les apporter, ces titres, à une société holding? Voilà, déjà, ça, c'est le schéma. Alors, précisons tout d'abord que oui, il est possible d'apporter à une société holding des titres qui sont soumis à pacte du trail sans remise en cause du régime de faveur et aujourd'hui, que l'on soit dans l'engagement collectif ou que l'on soit dans l'engagement individuel. Ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque l'opération n'était admise en fait que si on était en phase individuelle de conservation et pas pendant la phase collective. Donc, cet apport de titres soumis à pacte du trail à une société holding est possible, mais il faut respecter 2 conditions. Alors, la première condition, c'est qu'il faut que l'actif brut de la holding soit composé à plus de 50% des participations dans la société dont les titres sont transmis. Voilà. Et cette condition, elle doit être respectée en fait jusqu'à la fin des engagements. Donc, les participations de la société dont les titres sont transmis doivent représenter au moins 50% de l'actif brut de la holding. Deuxième condition, le capital de la société holding, donc les associés en fait qui sont détenteurs pour le coup des titres directement dans la société holding, doivent détenir au moins 75% des titres, et les personnes qui détiennent ces titres doivent être des personnes en fait qui sont soumises à engagement, qu'ils soient collectifs ou individuels. Voilà. Donc, ça c'est la base, les 2 conditions de base. Et ensuite, le BOFIP du 21 décembre 2021 nous a apporté plusieurs précisions en la matière. Alors, concernant le premier seuil, qui est donc le seuil de 50% de participation que doit détenir la holding en fait dans la société dont les titres sont transmis, il a été précisé que pour apprécier ce seuil de 50%, on va tenir compte de la valeur de toutes les participations dans la société fille, et y compris les participations qui ne vont pas être soumises à un engagement de conservation. Parce que comme vous le savez, l'engagement de conservation, il peut porter sur
100% des titres, mais il ne doit porter que sur les seuils minimaux. Donc, il ne peut porter, par exemple, que sur 50%, 40%, etc. Peu importe, on tiendra compte de l'intégralité des participations qu'a la holding dans la société dont les titres sont transmis pour calculer ce seuil de 50%. J'ai une petite parenthèse. Ouais, vas-y. Là-dessus, ce que nous disait le BOFIP d'avril, il nous contraignait plus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il nous obligeait à ce que la société holding soit composée à plus de 50% de titres pactés. Et ce qui n'est pas forcément le cas, notamment quand vous avez vos clients qui veulent à la fois donner et à la fois vendre des titres. Et je pense à un dossier en particulier qu'on avait initié avant le mois d'avril. On allait passer à la mise en place après le mois d'avril et notre BOFIP nous a contrariés. C'était le cas tout simple d'un client qui avait une boîte qui valait 5 millions d'euros et un fils unique repreneur. Et il nous avait dit depuis le départ, moi je vais faire moitié-moitié, je vais lui en donner pour la moitié et lui vendre pour l'autre moitié. Donner pour 2 millions de titres et vendre pour 3 millions, sachant qu'après son impôt de plus-value, il lui resterait 2 millions net. Donc c'était, je donne 2 millions et je récupère 2 millions. Donc notre schéma classique était de dire, on fait une donation avec du trade pour 2 millions de titres. Le fils, avec les titres qu'il a reçus en donation, les apporte à une société holding. Donc à ce niveau-là, l'actif de ma société holding est composé uniquement de titres pactés, on est à 100%, on est bien. Mais sa société holding allait acheter pour 3 millions de titres au papa. Et eux, ce n'est pas des titres pactés. Donc on allait se retrouver au niveau de la holding avec 2/5 seulement de titres pactés. Donc moins de 50%. Ça fonctionnait pas. Notre BOFIP nous a remis en question notre schéma. On a dû modifier les choses. On s'en est sorti, mais si on ne l'avait pas vu, on se prenait les pieds dans le tapis. Là maintenant, on tient compte à la fois des titres qui ont été donnés et qui sont apportés, mais aussi des titres qui ont pu être achetés par la société holding. Donc ça assouplit nos schémas. On en revient à ce qu'on avait l'habitude de faire avant. En fait. C'est vraiment le côté positif de ce nouveau BOFIP. Donc là, on parlait du seuil de 50%. Ouais. Concernant l'autre seuil, qui est le seuil de 75%, qui vise la détention du capital de la holding. Donc le BOFIP, en fait, distingue désormais deux phases. On a la phase d'engagement collectif et la phase d'engagement individuel. Ce qui est précisé, c'est qu'en cours d'engagement collectif, ce sont des personnes soumises à engagement qui doivent détenir au moins 75% des titres. Donc soumises à engagement, qu'ils soient collectifs ou individuels. Voilà, ça c'est pendant l'engagement collectif. Par contre, attention, en cours d'engagement individuel, les titres et au moins 75% des titres doivent être détenus par des personnes qui ont souscrit un engagement individuel de conservation. Voilà. Donc, il y a une exception par rapport à cette règle. Alors, c'est toujours le cas du donateur, parce que c'est vrai que le schéma est quand même un peu différent. Et heureusement qu'il y a des exceptions, puisqu'on est rarement dans un cas où le donateur donne et après, on s'en va tout de suite. Il est admis donc, que le donateur détienne plus de 25% du capital et des droits de vote, sous réserve qu'au moins 50% du capital soit détenu par les bénéficiaires du régime de faveur, donc en l'occurrence, ses enfants. Voilà. Autre apport du BOFIP dans le domaine de la fonction de direction qui doit être exercée au sein de la société holding, avec une distinction de la même façon, la même distinction en fait que pour le seuil de 75% entre la phase d'engagement collectif et la phase d'engagement individuel. Le raisonnement est le même, c'est qu'en cours d'engagement collectif, les personnes qui exercent la fonction de direction doivent être des personnes soumises à engagement, qu'ils soient collectifs ou individuels. Par contre, au cours de l'engagement individuel, les personnes qui exercent la fonction de direction doivent être des bénéficiaires du trade direct. Voilà. Sauf ou le donateur. Voilà. Ou le donateur. Donc, en fait, on pourrait avoir le donateur, si on lit le texte, si on prend le texte à la lettre, le donateur qui reste dirigeant de la holding, tout le temps. Ça ne paraît pas être vraiment l'esprit du texte à la base, donc on va plutôt conseiller les clients de mettre les enfants, voilà, à minima une co-direction au niveau de la société holding. On passe aux sociétés interposées. Je vois que le temps passe. Alors, les sociétés interposées.
Alors, il est précisé que la condition de maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition s'apprécie en nombre de titres. Donc ça, effectivement, ça c'est bien appréciable. C'est une précision qui nous a été apportée par le dernier BOFIP. Que vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du trade par ricochet qui porte sur la filiale, je vous ai dit qu'il fallait que le niveau des participations soit inchangé pendant toute la durée des engagements. Ce qu'on ne savait pas avant ces nouveaux BOFIP, c'était comment il devait rester inchangé. Est-ce que c'était en pourcentage ou en nombre de titres? Ce qui change tout, parce que si ma société holding s'engage à conserver les 50 parts qu'elle détient dans la filiale, qui représentent 50% par exemple, et que la filiale, pour se développer, a besoin d'investisseurs, par exemple, et fait une augmentation de capital. On a un nouvel associé qui arrive, qui fait un apport, et du coup, on augmente significativement le nombre de titres. Ma société holding aura toujours ses 50 titres, mais ces 50 titres qui représentaient 50% peuvent maintenant ne plus représenter que 10 ou 20% du capital. Donc là, maintenant, on sait que si elle s'engage à conserver ces 50 parts, peu importe que ça représente 50%, que ce soit dilué par la suite, ça marche quand même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'administration, ça c'est aussi important, n'exige plus que l'auteur de la transmission soit lui aussi partie à l'engagement de conservation. Ça, c'était notre BOFIP du mois d'avril qui nous avait ajouté cette condition. Parce que vous savez, on a eu une question sur le sujet. Est-ce que je peux avoir un engagement unipersonnel? Oui, si j'ai une SARL, si je suis une personne physique, je peux m'engager tout seul, si j'ai plus de 34% du capital, à conserver mes titres pendant 2 ans. Ça pouvait être une personne morale aussi. Mais comme le BOFIP nous disait, il faut que l'auteur de la transmission soit lui aussi partie au pacte du trade, on ne pouvait pas avoir un engagement unipersonnel souscrit par une personne morale. Puisque la personne morale, la holding, ce n'est pas elle qui est donateur, donatrice. Donc du coup, on était obligé de refaire nos cessions de parts comme on faisait avant, c'est-à-dire la holding, si elle détenait 100% du capital de la filiale, il fallait qu'elle vende une part au donateur pour faire un engagement collectif en bonne et due forme. Donc ça maintenant, c'est assoupli, c'est clair. On peut avoir ma société holding qui souscrit un pacte du trade sur sa filiale qu'elle détient à 100%. Elle va s'engager toute seule à conserver 100% des titres qu'elle détient. Bien sûr, il faut qu'elle ait la fonction de direction. Ça fait partie des conditions d'application de base. Et ça, maintenant, ça devient possible. Et c'est tant mieux. Autre point, en termes de société interposée, donc l'engagement réputé acquis est applicable si ma société holding détient depuis plus de 2 ans, plus de 34% du capital, et qu'elle exerce une fonction de direction dans ma filiale depuis plus de 2 ans aussi. Et le BOFIP nous précise que ça peut être également le donateur, même s'il n'est pas associé à la société d'exploitation, mais comme c'est le donateur des titres de la société holding qui exerce sa fonction de direction. Donc là, bonne nouvelle, là aussi on va vers un assouplissement, et un assouplissement gravé dans le marbre, donc c'est hyper positif. Par contre, je vous rappelle que comme il s'agit d'un engagement réputé acquis, après la donation, on va devoir mettre un des enfants dirigeant de la filiale opérationnelle. D'accord? Et fonction de direction exercée de manière effective. Voilà pour ce qui est des... Bon, on est plutôt pas mal dans le timing. Oui, voilà, on est sur la fin. Donc, il faut noter en effet que d'autres précisions ont été apportées dans le BOFIP depuis le 21 décembre 2021. Donc, notamment en matière de cession ou donation de titres qui sont concernés par un engagement collectif. Voilà, donc on les a précisés sur le slide que vous allez recevoir après la formation, également ici. Voilà, donc je vous laisserai peut-être les lire. Écoutez, on vous remercie de votre attention. On espère avoir été le plus clair possible. Et donc, s'il y a des questions, nous sommes ouverts à y répondre. On en a eu tout à l'heure, mais là, ça a l'air... Correct. On a un gentil message. Merci Pierre-Emmanuel.
Très bien. Bon, bah, écoutez, on attend peut-être un peu. Sinon, bah, merci à tous. Hein. Merci Aurélien Merci à toi. pour ton travail Je et tiens ta aussi. présentation. Je ne sais pas si ça se coupe tout seul, je vois le nombre de